Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo sur la chaîne Mes Vieilleries où je parle de jeux de société ou de musique. Et là, aujourd'hui, avec ce jeu de société qui est Magic l'Assemblée, je salue ici tous les amis, les gens de passage de cette chaîne et aussi les viewers que j'appelle les trolls, parce que bah, on les emmerde en réalité. Hein. J'avais fait une présentation des quatre commandeurs, il y a deux pitres qui sont venus se plaindre. Oui, tu dis que t'aimes pas, et puis pourtant t'achètes, tu fais partie des spéculateurs. Ouais, franchement, je sais pas quoi dire, c'est désespérant. Donc ils n'écoutent même pas le propos, ils s'en foutent. Donc voilà. En tout cas, moi je suis content d'avoir ces objets. Je ne suis plus un joueur de Magic depuis 2003. Et je m'en fous de ce jeu, parce que j'ai bien d'autres chats à fouetter, bien d'autres jeux super, bien d'autres TCG exceptionnels à compléter, que de jouer à un jeu éculé et dépassé, mécaniquement complètement vieillot, etc. Mais je le redis ici, l'idée en fait globale de Wizard of the Coast avec cette série univers infini là, c'est justement Seigneur des Anneaux, Fallout, voilà, il y a eu des bonnes idées, donc bah, moi j'étais un gros fan de Final quand j'étais petit, donc ça fait du bien. Aujourd'hui on va commencer par celui qui m'intéresse le moins, tout simplement parce que je ne connais pas. Donc ça rejoint ce que je disais aussi sur des vlogs musique, les gens qui ne connaissent pas certains types d'artistes ne peuvent pas vous dire réellement s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Souvent on entend ah, t'écoutes ça, bah j'aime pas. Ah bon, tu connais quoi? Bah je connais rien. Bah oui, c'est parce que tu connais rien que t'aimes pas. Voilà, donc là en l'occurrence, je peux pas dire que j'aime pas, mais je ne connais pas, donc on va se faire le plaisir pardon, de découvrir le deck Ishtola, sorcière, euh, qui là avec l'image qu'on voit ici, là il y a une créature légendaire chat et Psychagog 2-4 pour 4, donc un incolore, un blanc, un bleu, en noir. Vigilance. Au début de chaque étape de fin, si un joueur a perdu au moins 4 points de vie ce tour-ci, vous piochez une carte. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3, Ishtola inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Ouais, donc à mon avis, le côté blanc-bleu, il y a un coin où je pense que vous allez devoir vous-même vous cibler comme joueur qui aurait perdu 4. Peut-être qu'il y a de l'autodestruction, on va voir, hein, je sais pas, je ne peux pas présager. Et ensuite, vous récupérez quand même des points de vie dès que vous sortez une créature à partir de 3. Donc ça, franchement, c'est pas trop cher. Ok. Eh ben, je vais essayer de prendre mon temps pour ne pas, comment dirais-je, casser. Alors, je vais le faire sortir par le bas. Ouais, j'aimerais pas trop abîmer la boîte. J'aimerais bien la garder, vous savez. J'ai gardé déjà mes Warhammer, parce que j'avais fait aussi les commandeurs Warhammer. Je crois que pour les Warhammer 40... Oula, ça commence. Pour les Warhammer 40 000, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de... Ouais, je crois que je vais me faire mal en faisant ça. Les Warhammer 40 000, il n'y avait pas de booster. Je crois que c'était que des commandeurs, mais je peux me tromper. Donc, je sais pas trop. Ah, j'aurais dû regarder comment on fait, parce que je pense que là, ils sont collés ici. Et ça va être une horreur à décoller. Là, comment je peux faire? Ouais, si. Ouais. Ouais, je pense que ça va les esquinter, hein, de toute façon. Ça, je me fais pas d'illusions. Mais s'ils arrivent au moins à être ouverts de manière assez propre, je pourrais comme ça les conserver, les cartons. C'est toujours mieux. Bon, après, il y en a qui s'en foutent. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai plus de place chez moi, mais j'aime bien quand même ce genre d'objet. Donc, je trouve que ça. La licence, en fait, vaut tellement cher que ce serait con de casser, en fait, le produit. Après, je suis pas forcément un collectionneur de scellés. Je sais qu'il y en a, ils se font un malin plaisir, justement. Voilà, contrairement à ces trolls qui ne me connaissent pas en privé et qui balancent n'importe quoi à moi. Alors, ah ouais, d'ailleurs, j'aime bien leur manière de parler, quoi. Ils sont là. Ce mec parle de. Ils viennent poster chez moi, ils disent ce mec en m'interpellant. Bande de petits ENCUL. Et est-ce que vous êtes vraiment. C'est que je vous trouve pas sur mon chemin parce que alors là, ça va. Et en plus, voilà, c'est toujours pareil de toute façon. Je peux parler d'autres TCG, les gens ils sont super cool. Je parle de Magic, et là t'as toute la horda, comme on dit en Algérie, toute la cochonnerie qui vient quoi. Et ils sont pas contents parce qu'ils connaissent que Magic. Qu'est-ce qu'ils sont stupides, vraiment. Donc ouais, c'est cool là, vous voyez, en fait il y a que ce petit point de colle. Voilà, et donc je les emmerde, mais alors bien profond. Donc là à chaque fois on a l'espèce de petit deck box, hein, de toute façon qui est pas très intéressant. Je sais pas pourquoi ils se forcent, ils se formalisent vraiment, je pense pas qu'il y ait des gens qui utilisent ces trucs-là. Voilà, ils continuent à sortir en fait des commandeurs avec des deckbox complètement éculés. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des marqueurs. Excusez-moi. Magali Villeneuve, au dessin.
Alors Magali Villeneuve, elle a fait pas mal d'autres TCG, je crois qu'elle a fait même du Flesh and Blood, je sais plus, mais on la voit régulièrement même sur du jeu de société. Ouais, enfin je crois, je crois. Plus trop souvenir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le fameux booster peut-être? Ah yes. Oula, ouais d'accord, ok. Ouais, ouais, booster collector échantillon, hein. Produit scellé non destiné à la vente. Bon, et dedans, je vous assure, il doit y avoir 2 cartes, hein. Ah ouais, moi je m'imaginais que c'était, vous savez, un vrai booster collector, quoi. Ouais, voilà, 2 cartes à jouer, quoi. Ce produit ne contient pas de cartes Chocobo dorées disponibles uniquement dans les boosters collecteurs anglais et cartes en anglais uniquement. Ok. Ben, c'est très peu intéressant. Je sais pas si j'ai envie d'ouvrir ça. Je vais regarder d'abord sur internet et je referai une vidéo après s'il y a vraiment de l'ouverture intéressante à faire là-dessus. Parce que s'il n'y a pas de cartes ultra hype à avoir, je vais les garder en scellé, je pense, hein. C'est pas très utile. Voilà. Et là, en fait, on a bien entendu le commandeur. Alors, je vais m'acheter aussi dans les grands magasins, vous savez, vous avez des boîtes. Faudrait que je vous montre mes Warhammer un jour, mes Warhammer Magic, là. Parce que je les ai mises dans des grosses boîtes cartonnées. Alors, aujourd'hui, j'ai pas les sous pour m'acheter les Dragon Shield pour les protéger. Par contre, j'ai quand même pris les Perfect Fit, histoire de protéger chaque carte à minima avant de les jouer, parce que oui, je les jouerai, je les essaierai avec un pote qui jouait comme moi aussi à Magic à la fin des années 90. Jouer le deck, voilà, il vous donne quelques petites infos. Règle du commandeur, machin. Ah ouais, c'est 40 points de vie en plus. Ouais. Commandant commence la partie dans la zone de commandement pour lancer votre commandant depuis la zone de commandement. La taxe commandement fait qu'il coûte 2 de plus à chaque fois que vous l'avez déjà lancé depuis sa zone. Si un commandant peut être mis dans votre main ou dans votre bibliothèque depuis n'importe où, vous choisissez de le renvoyer dans la zone de commandement à la place. Vous pouvez choisir. Si votre commandant doit être mis dans le cimetière ou en exil, il y va normalement la prochaine fois que des actions basées sur l'état sont effectuées. Si votre commandant n'est toujours pas dans cette zone, vous pouvez choisir de l'emmettre dans la zone commandant. Ok. Si votre commandant inflige au moins 21 blessures de combat à un joueur pendant la partie, ce joueur perd. Ouais. Donc en fait, il faut au moins 2 marqueurs supplémentaires au marqueur de 40 PV. Il faut le marqueur de blessure qu'inflige votre commandant. Vous mettez un dé ou n'importe quoi. Et vous avez aussi le marqueur ici qui peut être juste, je sais pas, des petites billes chinoises, vous en rajoutez une à chaque fois et ça fait 2 multiplié par le nombre de marqueurs à payer quand vous voulez l'envoyer sur le terrain, quoi. Magicienne hors pair et membre des héritiers de la 7ème aube, cette micotée experte en magismologie, n'est-ce pas Edimalou, fait également preuve d'une très grande érudition qui l'amène constamment sur la voie de la découverte nouvelle. Parviendra-t-elle enfin à révéler cette vérité cachée au monde qu'elle poursuit depuis longtemps? Grahatia, voyageur entre les dimensions. Ce micoté jovial, qui a récemment rejoint la grande famille des héritiers de la 7ème aube, est un spécialiste de l'histoire de l'ancien empire Alagua et de la magie. Il a trouvé de maintes reprises qu'il était prêt à défier lui-même le destin pour assurer un avenir radieux à ceux qu'il chérit. Ok, ok. Puis là, ça nous rappelle blanc, bleu, noir, rouge, vert. Blanc, ordre, coopération, protection. Bleu, savoir contre perfection. Noir, puissance, mort, ambition. Rouge, émotion, chaos, rébellion. Vert, nature, instinct, communauté. C'est vrai que c'est bien résumé là comme ça. Le blanc symbolise la volonté inébranlable de sauver le monde, partagée à Ishtola, Gratia et les héritiers de la 7ème aube. Le bleu représente la poursuite incessante d'érudition et de connaissances oubliées. Le noir reflète l'existence d'Emetselk, ancien originel. Alors, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de cartes quand même rares ou mythiques là-dedans, on va bien voir. Et il y a... bon, on va regarder, de toute façon... Attendez, je vais enlever mon cara, parce que ça c'est un coup, est-ce que ça... Ok. Alors on a Ishtola, sorcière qu'on a lu déjà depuis le début. Et avec le petit chocobo ici, il est pas mal le signe de l'édition, hein, j'aime bien. Petit chocobo. Ah, ouais, je pense qu'ils vont pas en faire des milliers, hein, de toute façon. Et ici, à l'arrière, on a les tokens, les jetons, quoi. Vous voyez, il y a tout ça de tokens, quand même, c'est assez énorme. On a des héros, là, créatures, 1-1. Et puis on peut peut-être en invoquer d'autres, mais on va regarder, de toute façon, on va ouvrir ça tranquillou. Et moi, je suis complètement halluciné de voir, en fait, le prix de ces trucs-là. Même les Warhammer étaient chers, hein. Alors, il y a des univers étendus qui marchent plus que d'autres, j'ai remarqué dans le commerce. Il y en a, les gens, ils s'en foutent complet. Il y en a d'autres, un peu moins. Et puis il y a des univers étendus qui valent à blinde. Là déjà c'était un repress, il y avait les premiers qui étaient sortis vers mars, avril, mai, je sais plus, avec les versions collector, c'est-à-dire avec toutes les cartes foil. C'est ceux-là en fait qui valaient une blinde. Je crois que vous en aviez pour 700 balles si vous vouliez 700 ou 1000 balles si vous vouliez les 4. Et ensuite il y a eu un repress avec des standards non foil.
parce qu'il y en avait peut-être eu au début, mais ça a été déjà épuisé, donc vers juin ou juillet, c'est revenu, c'était déjà prévu. Et qu'est-ce que je veux dire, bah voilà, moi j'ai pu les récupérer tout doucement, avec l'aide d'un ami vendeur, ça fait toujours du bien. Clac. Ah, ça sent bon. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, purée, cette odeur, quoi. Alors, bah, je vais poser ça là, et à chaque fois, hop, on va s'ouvrir un petit Perfect Fit. Alors, c'est pas des side loaders, c'est des normaux, hein, c'est des clear top loaders, quoi. Enfin, on se comprend, pas les top loaders, les protections de cartes, mais... Alors là, normalement, il y en a 100, voire 101 à chaque fois, donc je ne devrais pas en manquer. Il n'y en a jamais moins de 100, en fait. Parfois, il y en a 100, 101, 102. Alors, Ishtola sorcière, bon, on l'a déjà lu, hein, c'est un peu, je pense, la carte. Et on a aussi ensuite en mythique le fameux... Attendez, je dis une connerie? Non, non, si, ouais, c'est ça. Alors du coup, moi je vais les rentrer à l'envers, puisque ensuite c'est pour les protéger en double sleeve. Ce qui va se passer, c'est que quand j'aurai choisi ma couleur pour les, allez là, les protections standards, je vais rentrer ensuite, vous voyez, l'ouverture elle est en bas, et ensuite je rentrerai ça dans la sleeve comme ça, ce qui fait qu'ensuite quand on a le doigt qui dépassera dans la sleeve normale, en fait on ne touchera que la protection ici, ce qui fait que la carte sera pérennisée en fait a priori. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais généralement pour j'ai fait ça pour les One Piece, j'ai fait ça pour du Star Wars TCG aussi, quand il y a des cartes qui sont quand même pas à abîmer, parce que ça on les retrouve pas après, hein, tout simplement. Hop, alors celui-ci on l'a pas lu encore. Alors attendez, je vais le rentrer et on va le lire juste après. Tac. Ouais, cette vidéo va être longue, hein, je vous préviens. On va découvrir chaque deck comme ça, tout doucement. Alors, Gratiage, voyageur des dimensions pour 3, donc blanc, bleu, noir, c'est une 2-3 créature légendaire, chat et sorcier, il a le lien de vie, donc de souvenir, je crois que c'est que si on attaque toutes les blessures que ça fait à l'adversaire ou à une créature, je crois, soit l'un soit l'autre, je sais plus, faudrait que je revérifie, mais on récupère le même montant en vie que s'ouvrent les portes. C'est une capacité qui fait à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez payer X points de vie, X étant la valeur de malade de ce sort. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1-1 incolore héros et mettez X marqueur +1/+1 sur lui. Ne faisait, oulala, quelle horreur. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Ok, donc lui il peut aider à gonfler un peu les rangs, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ok. Tac, je vais poser ça ici. Alors, format de jeu, standard, booster, draft, commander, on s'en fout, phase, donc ça je vais le déposer à côté, on s'en contre-tamponne le coquillard, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire comme ça? Ouais, bah écoutez, on va commencer par les terrains, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les terrains, j'avais hâte de les voir, parce que j'ai pas encore acheté de booster, parce que je compte pas faire de construit sur ça. Je me suis déjà ruiné avec le Seigneur des Anneaux, donc je vais pas recommencer, c'est pas un jeu auquel je joue, donc on va pas... Voilà. Quand on roule pas sur l'or, ça sert à rien. C'est juste pour récupérer en fait les plus gros spoilers, les commandeurs c'est bien pour ça quoi. Vous avez déjà les héros, les trucs mythiques, machin. Et je trouve que le style de jeu est bon dans le sens où en fait on devrait en finir en fait avec les formats construits, que ça devient complètement aberrant depuis des années. L'idée même de Richard Garfield au début, c'était que chacun ait des cartes particulières. C'est une chose qu'il a repris notamment avec Keyforge. Vous pouvez tout faire, mais votre deck ne contiendra pas les cartes de votre adversaire. Il en contiendra d'autres. Ce sera à vous d'agencer, on va dire, votre intelligence pour que vous puissiez essayer de remporter. Ça, c'était les premières idées de Magic vers 91-92, quand ça s'appelait encore Five Magics. Et je vous renvoie au dossier de mon pote Ludo de la boutique LudiWorld qui a parlé de tout ça, sachant qu'il était en contact avec Richard Garfield et qu'il a récupéré des petits bouts de papier qu'il lui avait envoyés justement pour lui montrer comment il testait en fait Magic à l'époque, vers 91. Et voilà, donc si ça vous intéresse, LudiWorld, comme ça se prononce en un seul mot. Et là on est en train de voir des îles, des terrains bleus là, qui sont assez jolis. Mais pour moi qui ne... Alors faudra que je vois si c'est les mêmes, on fera 3 autres vidéos sur les autres commandeurs. Faudra que je vois si c'est les mêmes ou pas, mais il y a un côté assez chatoyant, assez... ouais, assez FF quoi, hein, parce que c'est toujours
comme ça en fait qui se présente. Alors là par contre ça fait moins... Enfin après je connais pas le 14, hein, donc peut-être que je vais raconter de la merde comme d'hab, mais... Allez là, putain. Ouais, c'est joli quand même, hein. C'est joli. Il y a un côté un peu steampunk avec ces gros trucs, la Shinra, vous savez, de FF. Alors peut-être que il y a les mêmes terrains dans chacun des commandeurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je le saurai, mais en tout cas, ils sont assez variés. Là, pour l'instant, on a fait 5 terrains de chaque, qui sont différents à chaque fois. Et des sleeves qui forcent un peu plus que d'autres. Ça, c'est juste les... Ouais, je crois qu'il y en a 5 à chaque fois différents, quoi. 5 plaines, 5 de chaque en réalité, quoi. Mais c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, généralement, ça fait des années qu'ils se sont rattrapés. Faut dire que Magic, en fait, au tout début, là, les îles, notamment Markpool, c'était quand même globalement très dégueulasse, hein. Allez, on a le temple de la fausse divinité, là, qui est un land, un terrain, que dis-je, Unco, qui dit j'incline et j'ajoute 2 mana. Alors c'est pas de l'incolore, c'est du, je sais plus comment ça s'appelle, ça là. N'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Ok. C'est des, ça va me revenir. Mais moi j'avais déjà arrêté longtemps, même depuis longtemps Magic, quand c'est cette notion, vous savez, de mana. C'est pas de l'incolore, c'est, ça ressemble, hein. C'est alors, marécage baigné de soleil, terrain plein et marais, ajoutez un mana blanc et un mana noir, ce terrain arrive engagé. Oui, d'accord. C'est les bilans classiques qu'on retrouve depuis longtemps dans Magic, de toute façon. Hop, heureusement maintenant ils sont communs, ou Enco, ils sont plus rarissimes comme les premiers là. Voie de l'ascendance. Terrain, ce terrain arrive engagé, en commun aussi, en incline, ajoute un mana de la couleur de votre choix. Non, de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Donc on regarde la carte du dessus de la bibliothèque, on peut la mettre au-dessous si on veut. Ok, bah c'est bien, parce que du coup, c'est de toute façon, tous les jeux, tous les commandeurs, là, ils sont 3 couleurs, donc ça vous permet déjà, globalement, de faire l'effet, quoi. Ok. Ensuite, on a la plage idyllique, donc c'est pareil, ça arrive engagé, et c'est du blanc et bleu, en biland. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas de l'incolore. Si, c'est peut-être ça, c'est peut-être incolore. C'est donc le... J'ai peut-être oublié le terme pour ça, là. Je sais plus, ça va me revenir. Étendue sauvage en évolution, un terrain qui fait j'incline, je sacrifie le terrain chargé dans votre bibliothèque, une carte de terrain de base, mettez-la, champ de bataille engagé, puis mélangez. Ouais, ça c'est aussi classique aussi. Bon, on va retrouver de toute façon tous les poncifs, hein, des terrains. C'est vrai que ça fait maintenant depuis une vingtaine d'années qu'ils essayent d'évoluer les terrains pour les rendre un peu plus intéressants que juste donner du mana. Parce que c'est le gros problème de ce jeu. Si vous n'avez pas de terrain qui sort régulièrement, vous ne jouez pas votre jeu. Si vous en avez trop, vous ne jouez pas votre jeu. Donc c'est quand même globalement pénible, quoi. Champ de démolition. Terrain, ajouter un mana... incolore, mais c'est pas incolore, je crois, le terme. Ensuite, pour 2, je l'incline, je sacrifie ce terrain, détruisez un terrain non base ciblé qu'un adversaire contrôle. Le contrôleur de ce terrain peut chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, le mettre sur le champ de bataille puis mélanger. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, le mettre dans le champ de bataille. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal quand même, je pense, pour pouvoir... Bah, ça va un peu avec le côté contrôle, je pense, pour essayer de péter un land qui vous dérangerait en fait chez l'adverse. C'est une unco, c'est pas mal. Bon, je trouve que c'est assez cool, champ de démolition. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je me dis, les vieux Petland qu'il y avait en rouge, là, en 4ème édition, je sais plus comment il s'appelle, la pluie de météorites, peut-être, je sais plus. Ça servait, hein, ça coûtait deux incolores et un rouge. Ça suffisait, hein. Ensuite, on a du bleu et noir ici en aquifère contaminé, c'est un biland. Qui arrive en jeu engagé, hein, une carte commune. Hop là. Ensuite, on a la tour de commandement. Terrain, j'incline, ajoutez le malade à la couleur de votre choix, de l'identité de votre commandant. Ça, c'est cool, ça. En plus, ça arrive en jeu pas désengagé. Enfin, pas engagé, donc désengagé. Donc c'est cool. Ça veut dire qu'immédiatement, on peut jouer du blanc, du bleu ou du noir. Mais bon, comme le but des commandeurs, c'est d'être avec une carte unique à chaque fois, sauf les terrains, ben on n'a que ça. On n'en a qu'un seul comme ça. Land cendreuse, j'aime beaucoup l'artwork là.
pour une fois. J'aime pas trop les artworks généralement dans les jeux de cartes, mais là... J'ajoute un mana... pas incolore, j'espère trouver le terme, parce que ça va vous faire chier les joueurs de Magic. Recyclage terrain de base 1, donc je paye 1 et je défausse de cette carte, et je cherche dans la bibliothèque une carte mana terrain de base, pardon, et je la révèle, je la mets dans la main. Ouais, donc en fait ça vous permet ensuite d'aller chercher un vrai terrain plutôt qu'avoir un... Ah putain, je l'ai sur le bout de la langue. Un mana... Ah, je sais plus. Ça vous sert à payer maintenant. Il y a certains artefacts qui... Ça fait quoi? Ça fait 15 ans que ça existe déjà, hein, mais comme j'ai pas trop joué par le truc sur les vampires et 2-3 autres fois, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais il y a des artefacts qui nécessitent en fait que vous payiez avec ce mana précisément, l'espèce de losange là. C'est un... Je sais plus. Sanctuaire ésotérique. Ce terrain arrive engagé. On ajoute blanc ou bleu ou noir. Bim. Bon, bah ça comme ça. Très fort. Très très fort. Parce que ça rentre parfaitement dans la synergie, bien entendu, et bien, de ce deck qui a été conceptualisé pour. Ensuite, on a un artefact là, urne de pensée qui coûte 2. Qu'importe la couleur, il n'y a pas de limite au nombre de cartes que vous avez dans votre main. Wow. Oh, ah ouais, c'est une commune, et on ajoute un mana mécanique, là, je sais plus comment il s'appelle. Ok. Donc les manas, justement, pas mécaniques, mais vous m'avez compris, je cherche toujours le terme, les manas comme ça, et donc peuvent vous faire payer du comme ça, donc du numéraire, ou sinon n'importe quel mana de couleur peut vous faire payer, enfin peut passer dans le coup du numéraire, mais ce truc-là peut pas payer un coup d'une couleur, c'est ça le truc. Ah, vous savez quoi, ça m'énerve tellement que je vais prendre un petit PC et que je vais regarder directement comment ça s'appelle, parce que ça m'énerve de dire ça. On va rester ensuite sur ça toute l'ouverture, et je n'aime pas ça. Je préfère être précis dans ce que je dis un minimum. On va continuer pendant que ça s'allume. On a ensuite le talisman du progrès, parce que c'est notre progrès. Il coûte 2 incolores. Ok. Ensuite j'ajoute un mana, bah, et losange là. Ou sinon, c'est un artefact aussi, hein. Ou sinon j'ajoute un blanc ou un bleu, cet artefact vous inflige une blessure. Ça peut être intéressant, notamment parce que vous savez que si on se fait infliger jusqu'à 4 blessures, on peut déclencher un truc avec Ishtola. Donc ça c'est cool déjà de le savoir. Ça peut nous permettre effectivement de payer des points de vie, enfin de se faire infliger des points de vie, plus que juste réduire ou payer en points de vie, qui n'est pas une blessure, si je ne m'abuse. Donc ça peut être cool. Alors je vais vous dire comment ça s'appelle. Magic, logo, losange. Comment ça s'appelle ce truc là? C'est pas de l'incolore. Oh, comment ça s'appelle? Nouveau symbole. Signifie incolore. Alors, losange ne peut être payé qu'avec un type de mana incolore. Donc le chiffre 1 par exemple, là, 1 en incolore, peut être payé avec n'importe quel type de mana. Et eux, ouais, ils peuvent être payés comme ça. Les 1, 2 et X dans les phrases du style ajouter 1 à votre réserve étaient déjà du mana incolore. Aujourd'hui, ils sont tous remplacés dans les textes par la même quantité de petits losanges incolores. Il ne s'agit que d'un changement de symbole, tout le reste fonctionne exactement comme avant. Ça, c'est un truc qui date de 2016. Hein. C'est sur Magicville, j'avais l'impression quand même qu'il y avait un nom différent, quoi. Attendez, je vais regarder ça. Ah, alors, ouais, c'est... Alors, ok. Les chiffres qu'on voit qu'on doit payer, là, ici, là, ils appellent ça le mana générique. Any type of mana, any of the 5 colors, as well as colorless, can be spent in order to pay this cost. Donc vous pouvez jouer n'importe quelle couleur et les colorless pour payer ce coût colorless. Donc c'est du mana générique ça. Mais alors attendez, non c'est même pas ça la vraie. Alors attendez, il y a 6 ans, je regarde le truc le plus récent, sinon je vais marquer mana générique, Magic, différence. Mana générique incolore. Peut-être qu'on va trouver comme ça. Alors je suis sur Reddit. Quelle est la différence entre le mana incolore et le mana générique? Et comment je suis censé faire la différence? Je regardais les cartes dans une boutique. Alors attendez. Le mana générique est un nombre dans le cercle gris.
Le mana incolore est un losange dans le cercle gris. Il est impossible de produire du mana générique. Si une carte en a l'air, c'est juste qu'elle a été imprimée avant Serment des Sentinelles. Elle a depuis reçu un errata. Ok. N'importe quel type de mana peut être utilisé pour payer les coûts génériques. Seuls les manas incolores peuvent être utilisés pour payer les coûts incolores. Ok. Que la carte qui produit le mana incolore utilise ou non le symbole. Ouais, en fait le générique, c'est le nombre. Et l'incolore, c'est le type de mana qui ne peut être qu'incolore. C'est-à-dire que là, ça nous produit par exemple un incolore qui pourra être utilisé pour payer du mana générique. Comme une couleur peut être utilisée pour payer du mana générique. Voilà. Et parfois, vous aurez peut-être un coût en incolore. Je ne sais pas. Je sais plus. Je suis perdu. Talisman de hiérarchie. 2 génériques. Ajouter un incolore. Bah, c'est la même chose, mais en noir et blanc, ça, ok. Cet artefact vous inflige une blessure. Ça, j'aime bien ça, cette idée-là. Vous gagnez du mana. Je crois qu'en plus, maintenant, depuis une quinzaine d'années, il n'y a plus les histoires de brûlure de mana. Je crois que les règles ont légèrement évolué dans Magic. Je crois, hein, je parle sous votre contrôle, là, les connaisseurs. Talisman de dominance, ça coûte 2. Artefact, la même chose pour du bleu et du noir. Et cet artefact vous inflige une blessure. Clac. Oh, va falloir que je trouve de la place pour ce truc. Je sais pas où est-ce que je vais mettre encore toutes ces cartes. Anneau solaire, ça coûte 1 générique et j'ajoute 2 incolores. En artefact, si je l'incline bien sûr. 2 incolores. Bon, c'est toujours bien pour payer du générique. On va voir combien coûtent les sorts après. Là pour l'instant on est que sur les artefacts, on a fini les terrains. Relique des légendes, ça coûte 3, c'est un artefact, je l'incline et j'ajoute un mana de la couleur de mon choix. J'engage une créature légendaire, dégagée que je contrôle, et j'ajoute un mana de la couleur de votre choix. Ok. Bah c'est vachement fort ça, mais bon ça coûte 3 quoi. Ça coûte 3 et ça permet de gagner un petit peu en flexibilité sur le coût en fait des cartes. Caché d'ésotérisme, ça coûte 2, un artefact, et je l'incline, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix, de l'identité de la couleur du commandant, oui, bon, ça reste dans les standards de ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Ok. Les artefacts pour l'instant sonnent très de la même manière en fait que les terrains. Alors ça y est, on passe maintenant au sort. Alors, je vais juste voir combien on a d'artefacts et de manas, et de terrains. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28%, 28%, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. On était normalement plus autour de 33%. Ouais, on est plus autour de 33% normalement pour un jeu qui sort... Non, ouais, un jeu de Magic classique, c'est 33% de terrain, je crois. Siphonner l'esprit pour 3 génériques et 1 noir, un rituel. Chaque autre joueur se défausse d'une carte. Vous piochez une carte pour chaque carte défaussée de cette manière. Ok. Ouais, pour 4 c'est nul, hein, surtout si vous jouez juste en 1v1. Hein, franchement. Dégommage. Elle est jolie, hein, purée, le dessin là. Ce serait pas Villeneuve justement là? Non, Tani Tuan. Éphémère, 3 incolores, enfin 3 génériques et un noir. Si vous contrôlez un marais, vous pouvez payer 4 points de vie à la place du coût mana de ce sort. Détruisez une créature non noire ciblée, elle ne peut pas être générée. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Donc ça c'est vachement fort parce que ça vous permet notamment de générer vous savez, l'effet Ishtola là. Ishtola. Ça c'est très fort. Hein. Vous générez l'effet Ishtola parce que vous payez 4 points de vie. Alors ouais, est-ce que payer 4 points de vie, c'est la même chose que subir 4 points de vie? Ça, je suis pas sûr, il va falloir que je pose la question. Exsanguination, ça coûte X générique et 2 noirs, un rituel qui fait que chaque adversaire perd X points de vie, vous gagnez autant de points de vie que vous en avez perdu de cette manière. Ah ouais? Vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Waouh, ah ouais. Oh, en noir-blanc, mais c'est génial quoi ça. Ok. Entre dégommage et ça, mon dieu quoi. Alors ensuite on a un enchantement qui coûte 2 génériques et un noir, avec une très belle image. Bastion du souvenir.
Quand un enchantement arrive, quand cet enchantement arrive, créez un jeton de créature 1, blanche, humain et soldat. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ouais, ça m'a l'air très très puissant à mettre en place dès le début de partie ce truc. Hein. Purée. Waouh, si vous avez ça en main de départ, ça peut être intéressant, ouais. Ensuite, on est sur une carte bleue propagande, qui coûte 2 génériques et 1 bleu. Une Unco, enchantement. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 génériques pour chaque créature qu'ils contrôlent et qui vous attaque. Ok. Wow. Ah ouais, donc là on a le côté bleu contrôle, gênance extrême de l'adverse. Ça marche. Ensuite, on a Plongeon dans l'histoire, ça coûte 5 génériques et 2 bleus éphémères. Ok, ce sort coûte 3 génériques de moins. Lancez si un adversaire a au moins 7 cartes dans son cimetière, piochez 4 cartes. En éphémère, mais ça coûte super cher, quoi. Ouais, pour piocher, après vous me direz, c'est vrai que la pioche dans Magic, elle est super restreinte, donc j'espère qu'il y a un piocheur qui est mieux qu'un éphémère qui coûte 7, voire 7 moins 3. Ça ferait que... non, ouais c'est ça, ça ferait que 4 en fait. Ensuite, on a un farfadet hypnotique, ou plutôt une farfadette. Hein. Elle coûte 2, une créature peuple fée, 2 bleus. Regard mesmérique, 2 génériques et 1 bleu. Et en éphémère aventure, contrecarrer un sort ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, puis exiler cette carte, vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Alors ça, et sinon, vol. C'est une 2-1. Alors je sais pas trop comment fonctionne ce type de carte. Je pense que soit on la paye pour directement une créature vol 2-1, pour 2, soit on joue en fait l'éphémère regard mesmérique. Ouais, je vais regarder comment fonctionnent les cartes aventure, parce que je crois que ça s'appelle comme ça, visiblement. Ça permet une flexibilité particulière, je trouve que c'est assez intéressant. Permettre de jouer une carte de 2 manières différentes, quoi. Voilà, on avait ça il y a très longtemps déjà sous Planeshift, je crois, ou sur Exode. Ça avait commencé, vous savez, peut-être même avant. Sur les cartes, les doubles cartes, il y avait 2 mini-cartes en fait sur la même carte, en longitudinale. Une carte blanche, retour au pays, qui coûte 1 blanc, c'est une Unco, c'est une éphémère, exiler une créature ciblée, son contrôleur gagne le nombre de points de vie égal à sa force. Ok, ça peut même, celle-là, elle peut être très utile, je pense, parce qu'elle peut même vous servir pour vous. On peut exiler notre propre créature, regagner du PV, ça peut être cool. Ensuite, on a une carte blanche âme persistante qui coûte 2 génériques et 1 blanc rituel. Unco crée 2 jetons de créature, 1-1 blanche esprit avec vol, flashback de 2. Donc on peut lancer la carte depuis le cimetière pour son coup de flashback et on l'exile ensuite. Ok. Donc elle coûte un générique et un noir en flashback. Faut que je fasse gaffe quand je fais ça parce que parfois les cartes peuvent se tordre. Ensuite, une blanche encore, conclure un accord pour 2 génériques et un blanc rituel, Unco, chaque adversaire pioche une carte, puis vous piochez une carte pour chaque adversaire qui a pioché une carte de cette manière. Bon, bah, ça c'est pareil. Comme la carte noire de tout à l'heure, je pense que c'est assez utile si on joue à plus de 2 joueurs à table. Là, pour l'instant, je trouve moi que je ferai que du 1v1, celle-là, à mon avis, elle va sauter. Cercle de puissance, c'est un rituel pour 3 génériques et un noir, Unco. Alors c'est quoi ce chiffre FF. Ah oui, c'est peut-être une carte spécifique, parce qu'ils avaient spécifié dans la présentation que j'avais fait des decks, qu'il y avait 25 cartes spécifiques. Et regardez là, on a une carte spécifique, FF. Voilà. Vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Créez un jeton de créature 0-1 noir sorcier avec à chaque fois que vous lancez un sort de créature, ce jeton inflige un blessure à chaque adversaire. Ok. Les sorciers que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 et acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Oh, mais ça m'a l'air pas mal. Parce que là, il y a un sorcier ici. Elle est pas sorcière. Mais il doit y avoir, à mon avis, pas mal de cartes sorciers. Donc ouais, ça me plaît bien. Carte inédite, je pense. On en a encore une ici, c'est le Noulite. C'est l'énoulite de Sage. 1 en générique, un bleu, artefact équipement, choix de job. Ah, génial, ils ont pris l'idée des jobs. Quand cet équipement arrive, crée un jeton de créature 1-1, incolore, héros, puis acheta chez lui cet équipement. Ok. Ok. On peut coller en fait un héros 1-1, ok. La créature équipée a plus 1 plus 0 à chaque fois que cette créature attaque, dégagez cette créature attaquante ciblée et est un clair en plus de ses autres types. Et sinon on a Agneia, équipement 3.
Ouais, c'est juste le nom de la capa en fait. Ok, équipement 3. Ouais. Parce qu'en fait, les artefacts équipements de souvenirs, hein, je crois que ça avait commencé avec Miraudin, peut-être ça devait être vers 2004 ou 2005, je sais plus. De souvenirs, hein, je dis ça vraiment, c'est vraiment des bribes de souvenirs. Je ne consulte absolument rien dans Magic en général, dans ma vie depuis 20 ans, donc ne m'en voulez pas. Mais je crois que maintenant, effectivement, on paye l'artefact, il est sur la table, et ensuite on a un coup d'équipement pour pouvoir venir le coller en fait à une créature légale. Voilà. Auralite blanche, c'est un artefact qui coûte 2 générique et 2 blancs, et encore une carte inédite visiblement. Quand cet artefact arrive, exilez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet artefact quitte le champ de bataille. J'engage, j'ajoute un jaune, un blanc. Ok. Ah ouais. Ah ouais, ça peut être marrant, mais je le trouve un peu chéros quand même. Après, je me demande si c'est pas plutôt l'inverse, si c'est pas les cartes Chocobo qui seraient liées en fait de manière inédite au deck Commander et les FF en fait qui sont les cartes normales. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, parce que là il doit y en avoir 25 peut-être. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, ouais. Bon écoutez, je sais pas, de toute façon on verra à la fin quand on aura fini, on est déjà à 36 minutes. Wow. Ah, trop belle. C'est une rivière souterraine, un terrain encore. Je l'incline, j'ajoute un incolore, je l'incline, j'ajoute un bleu ou un noir, et il m'inflige une. Ah bah c'est cool, ça va être le quatrième terrain, enfin la quatrième carte qui nous permet de faire du gain de mana avec, donc c'est une rare celle-là, avec cette capacité qui nous tape aussi, c'est ce qu'on veut avec Ishtola. On a ensuite une rare, ruines englouties, ajouter un incolore, et sinon soit un bleu, soit un noir, puis je l'incline, j'ajoute deux bleus, ou deux noirs, ou un noir et un bleu. Ça c'est classe, hein, purée. Ça c'est classe. Ça c'est classe, c'est classe, c'est classe. Ça permet aussi de jongler avec les aléas du mana qui n'arrivent jamais. Oh là là, qu'est-ce que je déteste ce jeu quand même, parce que franchement, quand on a rien quand on peut rien jouer, c'est dépression engloutie, terrain île et marée. Donc voilà, c'est une rare. Ce terrain arrive engagé à moins que vous ne contrôlez au moins deux marées de base. Deux terrains de base, ah ouais, bon, c'est trop bien quoi. Oh. Comme ça fait soit un bleu, soit un noir, donc c'est un vrai bilan de... Un peu comme ceux de tout à l'heure, sauf que ça arrive dégagé. La plupart du temps, si vous avez déjà pu mettre des terrains. On va, on va arriver, je pense, bientôt au gros, là, on est déjà sur de la rare. Un temps, immensité de ciel couvert, un terrain, je paye un générique, je l'engage, et ça me fait un bleu et un blanc. Bon, il va y avoir la même chose, je pense, en noir-bleu, puis en noir-blanc. J'imagine, hein. Ouais, bah voilà. Au moment où il arrive, vous pouvez révéler une carte de pleine de marée de votre main. Si vous ne le faites pas, ce terrain arrive engagé. Et, ah non, c'est pas exactement la même chose, ouais. Bon, c'est le Lassis Luminombre. Blanc ou noir ensuite, que vous pouvez avoir en l'engageant. Les terrains de charognards, rare encore, c'est un désert, ajouter un incolore, je paye 2, je l'incline, sacrifier ce désert, sacrifier un désert même, c'est pas forcément celui-là, exiler tous les cimetières. Wow. Oh, ah ouais. Pour l'instant, j'ai pas vu... Je crois que j'ai pas trop regardé. Il est marré. Bah, pour l'instant, il n'y a que ce désert, j'ai l'impression. J'ai pas fait gaffe. Wow, elle est belle celle-là. Hein. Prairie ruisselante. Faut avouer que là, le dessinateur, c'est plus Marc Poul. Hein. Ajouter un, donc c'est une plaine et une île. Ajouter un blanc ou un bleu. Ce terrain est engagé à moins que vous ne contrôliez au moins deux terrains de base. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'équivalent du Lassis, je crois, c'est ça? C'est le Lassis qui était comme ça? Non, c'est l'immensité de ciel ouvert. Là. Ouais, c'est un peu la... Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. La dépression engloutie, ouais. Celle-là, c'est l'équivalent. Il manque donc un terrain pour faire pareil. Au moment, donc c'est la ville portuaire, très jolie aussi. Au moment où ce terrain arrive, vous pouvez révéler une carte de plaine ou d'île de votre main. Si vous ne le faites pas, ça arrive engagé. On est donc sur blanc et bleu. Ouais, c'est un peu... Moi, je pense qu'on on les a dépassés là. On a beaucoup de terrain. Chapelle isolée, ce terrain arrive engagé, à moins que vous ne contrôliez une plaine ou un marais. Ajoutez un noir ou pardon, un blanc. Tout ça, c'est de la rare en plus, hein, purée. Ok. Ok. Forteresse glaciaire, ce terrain arrive engagé à moins que vous ne contrôliez une plaine ou
une île, et sinon je l'engage, j'ajoute soit un blanc, soit un bleu. On a toutes les occurrences et les itérations, on va dire, des différents pools là. Alors, attendez. Land fétide. Je l'engage, j'ajoute un incolore, et sinon, soit un blanc, soit un noir, j'ajoute soit deux blancs, soit deux noirs, soit un blanc, un noir. C'est un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure pour un autre, dont j'ai oublié le nom, mais vous vous en souvenez. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est celui-là, Ruines englouties. Donc Land fétide, c'est un peu la même. Donc il nous manquera un terrain encore pour faire la même chose. Ah, on va recommencer un petit peu à voir les sorts là. Verger exotique. Très sympa. Hein. J'engage ce terrain et j'ajoute un mana de la couleur de mon choix qu'un adversaire contrôle qui pourrait produire. Ah, vous m'avez compris quoi. Oui. Bon, ouais, ça copie en fait une couleur d'un adverse. Alors, c'est vrai que quand on regarde les différents commandeurs, on a du blanc partout. C'est la seule couleur qu'on va retrouver partout. Catacombe noyée, donc on ajoute soit un bleu, soit un noir. Il arrive engagé à moins qu'on contrôle une île ou un marais. Donc c'est bon, on a les trois maintenant, entre la lande et puis la ville, le portuaire ou englouti, je sais plus. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des terrains. Là, ça fait énorme. Je sais pas combien on a, mais c'est gigantesque. Quoi. Il doit y avoir une quarantaine de terrains. Encore. Bourbier abandonné. Alors, c'est un terrain de base hein, qui s'incline en payant un, on gagne un noir et un blanc. Clac. Allez, tu rentres. Après, chaque deck, il est super haut. Il va falloir que je me trouve des sabots, déjà, même pour les Warhammer. C'était super large, quoi. Catacombe de Sombreau. C'est la même chose, sauf que c'est du noir et bleu. Donc, je paye 1, je l'engage, ça fait noir-bleu. Ok. Clac. Allez, tu rentres, toi. On aimerait bien voir les cartes créatures, maintenant, et tout, là. Estuaire asphyxié, terrain, au moment où ce terrain arrive, vous pouvez révéler une carte d'île ou de marée de votre main. Si vous ne le faites pas, le terrain arrive engagé. Et ça nous fait donc engager pour faire un bleu ou un noir. Tac. Ah, un artefact. Grimoire des légendes pour 2. Cet artefact arrive avec un marqueur page sur lui à chaque fois que votre commandant arrive ou qu'il attaque. Mettez un marqueur page sur cet artefact et... si je paye 1 et j'engage, je retire un marqueur page de cet artefact, je pioche une carte. Ok. Tac. Joyau convoité, artefact. Quand cet artefact arrive, piocher 3 cartes, donc il coûte 6 quand même le truc, hein. 6 génériques. J'engage, j'ajoute 3 manas d'une seule couleur de mon choix. Déjà on pioche 3 cartes pour 6, c'est pas mal. Ensuite on fait 3 manas d'une couleur, c'est pas mal aussi. Et il y a quand même un effet qui se coule en dessous. À chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous attaque et n'est pas bloquée, ce joueur pioche 3 cartes et acquiert le contrôle de cet artefact. Oh purée. Oh, j'aime pas ce genre de truc quoi. Ah ouais, c'est vachement... Ouais, je reste dubitatif par rapport à l'utilité d'un truc comme ça dans son camp. Alors, déchiqueté par le vide. Blanc, bleu, noir, éphémère. C'est une rare, ce sort ne peut pas être contrecarré, détruisez le permanent, non terrain. Ciblé. Ok, bon, ça c'est assez classique. Après, il est pas contrecarrable. Justification. Un générique, un blanc, un noir. Rituel, une rare, détruisez un permanent, ciblé. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Mais, du coup, il n'est pas non contrecarrable. Sinistre Strix. Pour un bleu et un noir, créature artefact oiseau, une rare 1-1, vol, contact mortel. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Ah, ça, j'aime beaucoup. Déjà, ça fait un vol pour vous prévenir déjà éventuellement des attaques par le haut. Et en plus de ça, contact mortel, ça veut dire que toutes les créatures qui sont touchées, elles crèvent de souvenirs. Je crois que c'est ça. Hein. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a encore une carte à double utilisation. Cavalière meurtrière pour 1 générique et 2 noirs. C'est une rare 2-3. Qui a le lien de vie. Et quand elle meurt, on la met au-dessous de la bibliothèque de nous, quoi. Et sinon, elle a fin précipitée. Pour le même coup. Éphémère aventure, détruisez une cible, créature ou Planeswalker, vous perdez 2 points de vie, puis exilez cette carte, vous pouvez la lancer depuis... lancer la créature plus tard depuis l'exil. Ok. Celle-là, vous voyez, elle a le petit chocobo, donc je pense vraiment que c'est là où c'était marqué FF, que c'était les cartes
inédite, quoi. Composition, conspiration mortelle, pour 2 incolores et 2 noirs, une rare éphémère, convocation. Vos créatures peuvent aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paie 1 générique ou 1 mana de la couleur de cette créature. Ok, détruisez une cible, créature ou planeswalker. Chaque créature qui a provoqué cette conspiration mortelle connive. Ça veut dire je pioche une carte, puis je défausse d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, c'est un... J'ai envie de dire trop de texte, mais ok, ça a l'air quand même globalement efficace, mais je trouve ça quand même un peu cher. Une rare, pivot du destin pour 3 génériques et 2 noirs, un rituel, choisissez l'un. Détruisez toutes les créatures dragons, ou détruisez toutes les créatures non dragons. Wouhou! Ah ouais! L'artwork est pas mal, hein. Pas mal lugubre et tout. Mais bah faut voir, hein, je connais pas du tout encore. Là, c'était la première fois que j'ouvre le premier commandeur. Carcasse mécanique torrentielle. 4 incolores, 2 bleus, créature artefact construction, elle a le flash, c'est une 5-6. Wow. Quand cette créature arrive, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ciblée depuis votre cimetière sans payer son coût de mana. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. D'accord, ok. Particulière, hein, cette carcasse mécanique torrentielle. Hein. Très particulière. Et en plus, c'est une créature qui a le type construction. Ok. Je sais pas si elle va avoir une synergie avec d'autres cartes, mais je pense pas. Révélation sublime, une rare qui coûte 4 et 2 bleus. Éphémère, choisissez l'un ou plus. Ah ouais, ou plus. Contrecarrer un sort ciblé. Donc c'est en éphémère. Contrecarrer une capacité activée ciblée ou une capacité déclenchée ciblée. Renvoyer un permanent non ciblé dans la main de son propriétaire. Non terrain ciblé, pardon. Ou créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Un joueur ciblé pioche une carte. Wow, ah ouais. Oh, mais ça coûte 1000 fois trop cher, mais ça a l'air d'être 1000 fois fort aussi. Ah, c'est vraiment très large, hein, l'utilisation de cette carte. Purée. Ah ouais. Ok. Rite de duplication. Avec un artwork un peu mystérieux. Écoute, 2 et 2 bleus, rituel rare, kick 5. Vous pouvez payer 5 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort, donc ça revient à 7 en tout. Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Ouais, donc ça fait un peu l'un des choix que ça nous proposait. Et si ce sort a été kické, eh bien, créez 5 de ces jetons à la place. Oh, oh. Ah ouais. Oh là 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 là. Pour 7, 8, 9, 5, 6... Pour 9, en gros, vous vous faites 5 copies plus une créature que vous avez. Alors, imaginez si c'est, je sais pas moi, celle-là, là. Vous faites... vous avez celle-ci, ça vous en fait en tout 6. 6, 5, 6 en jeu. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Fouille temporelle pour 6 et 2 bleus, éphémère. Bon, ça coûte cher en bleu, là, dis donc. Fouille, chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ce sort paye 1. Ok. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez 2 d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Ça c'est pareil, c'est une utilisation un peu risquée quoi. Parce que si vous passez à côté, dans les 7, il y en a 5, 6 ou 7 qui sont bonnes. Mais bon, vous me direz, faut faire les choix quoi. Alors, Archimage émérite. Elle coûte 2 et 2 bleus, une rare créature humain et sorcier. Donc vous voulez des sorciers justement. Sorcellerie, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. C'est une 2-2. Ah ouais, c'est pas mal. Parce qu'on a quand même pas mal d'éphémères et de rituels. Enfin, pas mal. J'en ai vu pas mal passer déjà. Donc elle est pas exceptionnelle en termes de carac, mais pour son coût, ça, il n'y a rien à faire en fait. C'est juste à chaque fois qu'on lance, donc on peut piocher une carte. Moi j'aime bien. Jugement ultime pour 4 et 2 blancs. Rituel qui est cette fois-ci mythique, avec ce petit chocobo un peu orangé là. Exiler toutes les créatures. Je me demande si on joue beaucoup avec les créatures en réalité avec ce deck là. Hein. Nova purificatrice pour 3 et 2 blancs. Une rare qui est un rituel. Choisissez l'un, détruisez toutes les créatures pour 5 quoi. Ou détruisez tous les artefacts et tous les enchantements. Bon bah c'est conditionnel quoi, ça dépend. Pourquoi pas. Autorité des consuls, ça coûte 1 blanc, enchantement, une rare, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez 1 point de vie. Ok, ben ça coûte que 1. Oh, ça c'est main de départ direct quoi.
Comme la carte noire là, de tout à l'heure, là, qui coûtait 4. Ah ouais. Carte de l'archéomancien, qui coûte 2 et un blanc, une rare artefact. Quand cet artefact arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de pleine de base, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. À chaque fois qu'un terrain d'un adversaire contrôle arrive, si ce joueur contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ah, marrant. C'est assez pratique pour rattraper un peu un retard mana, donc pourquoi pas, ouais. J'avais jamais vu un truc comme ça, mais... Urianger Augurelt, c'est une créature légendaire elfe et conseillée qui coûte un blanc et un bleu, c'est une rare 1-3. À chaque fois que vous jouez un terrain depuis l'exil ou que vous lancez un sort depuis l'exil, vous gagnez 2 points de vie. Tirage de cartes, j'engage cette créature, je regarde la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez l'exiler face cachée. Ok. Dévoilement de cartes, je l'engage jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez jouer des cartes exilées par Urianger Augurelt. Les sorts que vous lancez de cette manière coûtent 2 de moins à lancer. Ok, donc en fait il met des trucs de côté. Il faut arriver à se souvenir ce que c'est, et ensuite... ok. Ah, attendez, il faut arriver à se souvenir ce que c'est. Non. Ils disent de la mettre face cachée. Et comme c'est lui qui l'exile de cette manière... Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez quand même les consulter. Je pense que c'est pour éviter à l'adversaire de voir ce que c'est. Parce que la pile d'exil, comme le cimetière, sont consultables par tout le monde. Ok. Papalimo Totolimo. Ok, c'est une créature légendaire nain et sorcier rare. C'est une 1-2 pour 2, un noir et un blanc. À chaque fois que vous lancez un sort nom de créature, Papalimo Totolimo inflige une blessure à chaque adversaire et vous gagnez 1 point de vie. Ah, cool. Et donc pour 4, et je l'engage, je le sacrifie lui. Bon, il a un nom marrant, mais je vais pas le redire. Chaque adversaire qui a perdu les points de vie ce tour-ci sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Ok, il a l'air pénible lui aussi, quoi. Et bon, ils sont un peu faibles. Lise Hext, elle coûte 1 générique, un bleu et un blanc. Créature légendaire humain et rebelle et moine. C'est une 2-2 rare. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bof. Oui, pourquoi pas. Les sorts non créatures que vous lancez coûtent 1 générique de moins à jouer. Ah, ça, j'aime bien, quoi. Donc ça, c'est un truc qui va se faire flinguer, un target direct pour l'adversaire. Tant que vous avez lancé au moins 2 sorts non créatures sur-ci, elle a la double initiative. Donc ça fait 2 fois les dommages, quoi. Ok. Ok. Ouais, c'est des tissus un peu faibles, mais en réalité, si l'adversaire les gère pas, à mon avis, ça peut devenir rapidement pénible. Hein. Krill Baldésion. Un bleu et un blanc, créature légendaire nain et sorcier, lien de vie, c'est une 2-1 rare, pistage éthéré, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de créature ciblée avec la valeur de mana égale à la valeur de mana de ce sort depuis votre cimetière, ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Ok. Il pourrait marquer, je sais pas, maximum une fois par tour, et puis voilà, basta quoi. Le wording est bizarre des fois dans les Magic, je trouve. Ok. Alors, encore une carte double utilisation. Hildibrand Manderville, c'est une créature légendaire humain et détective rare qui coûte 1 et 1 blanc. C'est une 2-2. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Quand Hildibrand Manderville meurt, vous pouvez lancer depuis votre cimetière comme une aventure jusqu'à la fin du prochain tour. Vous pouvez le lancer. Ah oui, voilà ça. Pour faire l'aventure qu'il y a là, en fait, finalement. C'est-à-dire la deuxième capacité de la carte, quoi. Qui est Ascension de Gentilhomme, qui coûte 2 et 1 noir. Crée un jeton 2-2, noir, zombie, créature, et exilé, blabla, ok. Bah lui il est bien, oui, puisqu'il coûte que 2 et puis il gonfle tous les jetons, mais est-ce que c'est facile de mettre des jetons? Alors j'ai vu qu'il y avait 3 ou 4 cartes qu'on proposait, mais c'est pas non plus le max quoi. Estinien Varlino, 2 incolores, un blanc et un noir, créature légendaire elfe et guerrier rare, une 3-3 à chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur Estinien Varlino. Il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Au début de votre deuxième phase principale, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre d'adversaires ayant subi des blessures de combat d'Estinien Varlino ou d'un dragon ce tour-ci. Ok. Bon, autant dire que c'est continu hein, sur le... Je le trouve pas exceptionnel, lui, parce que faut jouer à plusieurs, quoi. Si vous jouez qu'à 2, les effets sont pas énormes. Emmet Selk, troisième membre du Concile. C'est une 2
une 3-4 pardon, pour 4, 2 génériques, un bleu, un noir, rare, créature légendaire, ancêtre et sorcier. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins à lancer à chaque fois qu'au moins un adversaire perd des points de vie. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère de rituel ciblée depuis votre cimetière. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place, ne faites ceci qu'une seule fois. Oh, ok, ça peut être assez pratique. Toujours est-il qu'il faut voir s'il y a quand même une facilité avec ce jeu de sortir des cartes, de les jouer depuis le cimetière, parce que j'en suis pas si sûr que ça. Ardbert, guerrier des ténèbres. Il coûte 3, c'est une 2-2 esprit, créature légendaire, esprit et guerrier, donc il coûte un générique, un noir et un blanc. À chaque fois que vous lancez un sort blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature légendaire que vous contrôlez, elle acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous lancez un sort noir, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature légendaire que vous contrôlez, elle acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Ok, j'ai oublié ce que ça veut dire menace, mais bon, quand je joue à Magic, je me fais un petit papier avec les rappels des mots-clés. Parce qu'il y a tellement de mots-clés depuis 30 ans que malheureusement, c'est compliqué de s'en sortir des fois pour se souvenir de tout. Transposition, qui est une carte noire rare qui coûte 3, donc 2 incolore et un noir, c'est une éphémère. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, vous perdez un point de vie. Si ce sort a été lancé depuis votre main, créez un jeton 0-1 noir sorcier avec à chaque fois que vous lancez un sort non créature sur le jeu de ton, infligez une blessure à chaque adversaire. Et ensuite, rebond. Si vous lancez ce sort depuis votre main, exilez-le jusqu'au moment où il se résout. Au début de votre prochain entretien, vous pouvez lancer cette carte depuis l'exil sans payer son coût de mana. Ah ouais, c'est cool ça. Ah ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien. En plus, ça coûte pas si cher. C'est une éphémère, quoi. Faux de faucheur qui coûte 2 et un noir, c'est un artefact équipement rare. Choix de job, ok. Et au début de votre... Donc ça veut dire que vous allez équiper quelqu'un, en fait. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur âme sur cet équipement pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Les créatures équipées gagnent +1/+1. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur âme sur cet équipement et assassin en plus des autres types. Ok. Je sais pas ce que ça fait, je pense que c'est juste un tag. Assassin, ce n'est pas un mot-clé. Et sinon, ouais, fossile immortel, équipement 2, quoi. Ok. Sphère céleste d'astromancien, c'est un artefact équipement spécifique visiblement à ce deck, qui coûte 1 et un bleu. Un générique, un bleu, choix de job. Donc quand cet équipement arrive, créez un jeton 1-1 incolore héros, puis attachez ce héros à cet équipement. Donc c'est ce que je voulais dire pour ce choix de job là, mais c'était pas réindiqué, j'avais oublié. Il a Diana équipement 2 en fait, sinon la créature équipée est un sorcier en plus de tous les autres types à chaque fois que vous lancez un sort non créature, et à chaque fois que vous piochez votre troisième carte à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Faut arriver à piocher, ça a l'air difficile, mais j'ai toujours du mal à piocher dans ce jeu-là, moi. Voilà, les decks sont quand même assez équilibrés, je pense, donc ça doit se faire. Fandaniel, Ascien des Télophores, c'est une créature légendaire ancêtre et sorcier, donc déjà ça c'est bien pour faire devenir un sorcier encore une carte qui ne le serait pas. Mais là, en fait, lui est déjà sorcier, c'est une 4-5 pour 5, 4 génériques et un noir. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, surveillez 1, donc on regarde la carte. Ok, c'est cool ça déjà. On dirait un black métalleux là. Du groupe Mézel, breton. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire peut sacrifier une créature non jeton de son choix. Chaque adversaire qui ne le fait pas perd 2 points de vie pour chaque carte éphémère rituelle dans votre cimetière. Ah ouais, oh, ils sont obligés de se sacrifier des gabouets parce que ah ça c'est violent, hein. Purée, qu'est-ce que c'est violent. Et une 4-5 en plus. Bon, après j'ai l'impression que ce jeu-là, il n'y a pas des grosses stats, des grosses créatures, mais que les effets sont très bien quand même dans les différentes créatures. Oh, bah, je sais pas si j'aurai assez de protège, moi. Œil de Nidhogg, qui est un enchantement légendaire aura, qui coûte 2 et un noir, donc 3, enchanté créature. La créature enchantée est un dragon noir avec une force et une endurance de base de 4-2, et à le vol, et contact mortel, et est incité. Si ça veut dire elle attaque à chaque combat si possible, et attaque un joueur autre que vous si possible. Ok. Quand l'œil de Nidhogg est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Waouh, ouais, vous faites devenir quelqu'un dragon, quoi, et ça ad vitam. Sauf, bien sûr, si elle se fait exiler. Ensuite, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de créatures, hein. Il y a pas mal... Bah, de toute façon, c'est ce qu'il disait, hein, sur la boîte du jeu, il disait, elles sont souvent des sorts non-créatures, je crois, voilà. Pouvoir de stagnation et de lumière, qui coûte 4, donc 3 incolores et un bleu. Enchantement aura, une rare, flash. Ok. Enchanté, donc ça c'est qu'on le joue n'importe quand, je crois, en éphémère. Enchanté, une créature qu'un adversaire contrôle.
Quand cette aura arrive, retirez la créature enchantée du combat, puis piochez une carte pour chaque créature engagée que son contrôleur contrôle. Ok. La créature enchantée perd toutes ses capacités et peut ni attaquer ni bloquer. Ok, donc ça c'est vraiment un blanqueur de ouf, quoi. Vous allez mettre ça sur un truc qui est en train de vous attaquer, et le mec, c'est bon, il bouge plus, il fait rien, et en plus de ça, eh bien, vous piochez une carte pour chaque créature qu'il avait. Ah, ça, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment très cool. Alors, voici un dragon sacré, enfin. Rialversvelgr. 4 génériques et un bleu, créature légendaire, ancêtre et dragon. C'est une 5-5 qui a vol, vigilance et parade 2. Parade 2, je sais plus ce que ça fait. Aide de Shiva, quand Elsvargr. Reisvelgr. Oh putain! Reisvelgr, vous m'avez compris, arrive et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, une créature ciblée gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Bon, c'est un gros truc qui vole. 5-5, ça commence à devenir pas mal. Hein. Mais bon, ça fait partie quand même des grosses cartes, j'ai l'impression, là, cette rare-là. Donc on va pas en avoir énorme, je pense. Hein. On a une 2-4 ici qui est Hermès, directeur d'Elpis, 3 génériques et un bleu, créature légendaire, ancêtre et sorcier. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, créez un jeton de créature 1-1 bleu, oiseau avec le vol et la vigilance. A chaque fois que vous attaquez avec au moins un oiseau, regarde. Bon, c'est un sorcier, donc c'est bien. Les stats sont moyennes. Mais puis il y a pas tellement... Il y a peu de créatures en réalité, donc pour réussir à faire des créatures, je sais pas si ça va être facile. Hein. Alors, canne de mage bleu, c'est un artefact équipement qui coûte 3, donc 2 incolores, enfin 2 génériques et un bleu. Choix de job, donc hop, on met directement un héros 1-1. La créature équipée gagne plus 0, plus 2, est un sorcier, et en plus de ses autres types, à chaque fois que cette créature attaque, exilez jusqu'à une carte éphémère ou de rituel ciblé au cimetière du joueur défenseur. Si vous faites, du cimetière du joueur défenseur, si vous faites ainsi, copiez-le. Vous pouvez lancer la copie en payant 3 à la place de payer son coût de mana. Esprit de Walapi, équipement 2, d'accord. Oui, factuellement, après, bon, trop de texte, hein, mais... Pour 3, sachant que ça vous fait un héros, ça devient donc un 1-3. On peut virer des cartes de son cimetière. Pour 3, ouais. C'est pas si mal. Le temps qu'il attaque. Hein. Alors, Alpino le Veilleur, c'est une 2-4, un rare. Une créature légendaire, elfe et sorcier. Elle coûte 4, donc 3 génériques et un bleu. Partenariat avec Alisaï le Veilleur. Quand cette créature arrive, un joueur ciblé peut mettre Alisaï le Veilleur dans sa main depuis sa bibliothèque, puis mélanger. Bon, faudra bien observer dans les prochains decks que j'ouvrirai qui elle est, quoi, finalement. Parce que je vois pas dans quoi elle... Parce que les autres, c'est pas du FF14 aussi, donc je sais pas. Vigilance. Et Eucrasia, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, piochez une carte. Ça, c'est cool. Ça permet d'avoir un petit turnover quand même, mais il y a la vigilance, qui empêche de s'incliner, je crois, quand elle attaque. Pour 4, une 2-4, qui va faire chercher potentiellement en plus une autre créature qui n'est pas la vôtre pour quelqu'un. Faut réussir à jouer 2 sorts dans le tour pour piocher une carte. Ouais, pour ça, à la limite, ça peut être pas mal. Après, je la trouve un peu moyenne, mais bon. Une blanche maintenant, parce que là c'était du bleu. Tancred Waters, qui coûte 5, c'est une créature légendaire humain et guerrier rare, donc c'est 4 génériques et un blanc, pardon. Flash, garde royale, c'est une 3-5, hein, j'ai oublié de le dire. Garde royale, quand Tancred Waters arrive, un autre permanent légendaire ciblé que vous contrôlez acquiert l'indestructible tant que vous contrôlez Tancred Waters. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, Tancred Waters acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça peut... Après, ça coûte 5, ça peut protéger un truc. Ouais, faut vraiment jouer avec les effets, hein, mais... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je crois qu'avec ce jeu-là, plus qu'avec un autre, il va falloir vraiment garder le mana dispo le plus possible quand c'est pas notre tour, justement. Hein, puisqu'il y a des créatures flash, etc. Tataru Taru, qui est une créature légendaire nain et conseiller, rare, une 0-3 pour 2, donc un générique et un blanc. Quand il arrive, vous piochez une carte et un adversaire ciblé peut piocher une carte. Donc déjà ça j'aime pas.
Trésorière des héritiers, à chaque fois que qu'un adversaire pioche une carte, si ce n'est pas le tour de ce joueur, créez un jeton trésor engagé. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, vous lui permettez de piocher, vous piochez, vous prenez un trésor. Ok. Jeton trésor, je crois que c'est... je l'incline et je gagne 2 points de vie, ou je pioche une carte, je sais plus, puis je la détruis, c'est un truc comme ça. Voilà, vous avez une saga avec un petit Mogul. Invocation, le bon roi Moogle Mog 12, qui coûte 5, donc 4 génériques et un blanc. Au moment où cette saga arrive, et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens, sacrifié, après 4. Ok, le 4e stade en fait. Donc déjà, c'est une créature enchantement, saga et Mog. Waouh, vol et lien de vie, une 4-4 pour 5, déjà, c'est pas si mal quand c'est déjà vol et lien de vie avec. Alors à chaque fois, donc il va pouvoir rester que 4 tours. Donc créer, alors la première fois on met un marqueur sapiens, donc c'est créer 2 jetons créatures 1-2 blanche Mog avec le lien de vie. Ensuite en 2, à chaque fois que vous lancez un sort non créature ce tour-ci, créez un jeton qui est une copie d'un jeton non saga que vous contrôlez. Là du coup c'est pas un jeton saga qu'on fait. Est-ce que c'est un jeton qui est généré par la saga, c'est un jeton saga ou pas du tout? Bon sinon c'est pas grave, il y a d'autres jetons à copier. On le fait ça pour les 2 marqueurs Sapiens 2 et 3. Et ensuite, après le marqueur Sapiens 4, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque autre Mog que vous contrôlez. Ok. Bon, ça gonfle en fait, quoi. C'est du Moogle qui gonfle. Ouais, c'est pas exceptionnel. Petite rare. Ok. Ok, bah, c'est cool de voir du Mog. Alors, chaque rame de danseur, un artefact équipement qui coûte 4, donc 3 génériques et un blanc. Choix de job, quand cette blabla on connaît. La créature équipée gagne +2/+2, a le lien de vie, les autres commandants que vous contrôlez gagnent +2/+2 et ont le lien de vie, et un autre est un artiste en plus des autres types. On s'en fout. Krishna, équipement 3, ok. Créature... Ouais, ça peut gonfler un peu le commandant. Pour 4, ça coûte un peu cher, je trouve, mais bon. Après, c'est ce qui va booster un minima les créatures qui sont assez faibles dans ce jeu-là, j'ai quand même l'impression. Héros d'un autre monde, qui est un enchantement qui coûte X et 2 blancs. Quand cet enchantement arrive, créez X jetons de créatures 1-1 incolore héros. Petite équipe, pardon. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 4 créatures, regarde 2, puis piochez une carte. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et équipe complète, à chaque fois que vous attaquez avec au moins 8 créatures, ces créatures gagnent +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, donc ça c'est vraiment la grosse croissance gigantesque, mais dur à placer quand même, je trouve. Hein. Parce que... faut quand même payer... ouais, je sais pas. Après, faut voir, hein. En mid-game, fin de game, s'il y a assez de mana, on peut vraiment mettre pas mal de héros, donc faut voir. Ça va être fini là après. On a... Ah bah il est là, Alisaï le Veilleur. Pourquoi ils disent dans un autre jeu alors? Donc c'est une 3-2 pour 3. 2 génériques, un blanc, créature légendaire elfe et sorcier, partenariat avec Alphino le Veilleur. Donc quand cette créature arrive, un joueur ciblé peut mettre Alphino le Veilleur dans sa main depuis... Ah oui d'accord, un joueur ciblé en fait c'est moi-même. Je pensais qu'on allait le trouver dans un autre jeu, mais non, en fait c'est... Lui va chercher l'autre, chez nous, et l'autre va chercher lui, quoi, ok. Initiative, chaîne de sorts, le deuxième sort que vous lancez, coûte 2 de moins à lancer. C'est vrai que les 2 d'affilée ça peut être pas mal, hein. Mais d'accord, ok. C'est un joueur ciblé, donc moi je vais aller chercher son frère, quoi, en gros c'est ça. Ok. Bon, ben je suis pas forcément ultra hypé. Après on a du héros, peut-être de l'oiseau, de l'ancêtre, du sorcier et du zombie visiblement. Et du trésor, donc c'est sacrifier ce jeton, choisissez un mana... Ah non, on ajoute un mana de la couleur du choix, ok. Humain et soldat... Sorcier, à chaque fois que vous lancez un sort, une blessure à chaque adversaire. Ça c'est bien, ça vous permet de vous retrouver. Les oiseaux aussi. Ouais, ok. Et esprit. Ah oui, il y avait aussi une créature esprit qu'on pouvait créer, je sais plus. Ok. Bon, bah écoutez. Bon, celle-là, je vais pas les... ouais, déjà, on avait 102 cartes, visiblement. Regardez, il y a encore deux pochettes. Celles-ci, elles seront peut-être pas... surslivées. Bah c'était l'ouverture, ça a duré 1 heure les amis, hein, je suis désolé. C'était l'ouverture voilà, du deck Commander Héritier et Magie pour donc les univers infinis Final Fantasy chez Magic l'Assemblée.
Maître lanceur de sort, avantage de cartes et contrôle. Et puis ce booster là qu'on nous montre, c'est 2 cartes légendaires premium. Alors je sais pas ce qu'on peut avoir dedans, j'irai voir un peu sur le site quelle est la liste pour voir si ça me hype ou non d'ouvrir ça. Pour l'instant je sais pas trop ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis je vous avoue que comme je veux jouer les decks tels qu'ils ont été conceptualisés, c'est-à-dire là 100 cartes, pas une de plus, pas une de moins, je sais pas trop quoi penser. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce deck de merde. Non, bah, c'est pas un deck de merde, hein. C'est un jeu de merde seulement. Mais ouais, j'ai pas l'impression que... Enfin, vous voyez, des trucs comme ça... Là, le Mougol, il est assez fort, mais bon, c'est... Alfino le Veilleur, Alizai le Veilleur, les deux en même temps, pourquoi pas. Une 2-4 et une 3-2. Après, on a le gros dragon là, on a le truc qui bloque quelqu'un. On a un truc qui fait devenir un dragon, on a ça qui est bien. Mais lui, éventuellement... Ça... Mais en fait, ouais, il y a beaucoup de rituels en fait, hein. Beaucoup de rituels, quelques... Ouais, ouais, j'ai hâte d'ouvrir les autres, parce que moi qui aime bien les créatures, je pense que je serai plus hypé des autres qui ont l'air complètement... Ouais, puis le système là sur celui de Clad, bah, on verra, on en discutera quand on ouvrira les autres, mais en tout cas je vais aller sliver tout ça. Là, c'est déjà pré-slivé, on va sliver ça ensuite dans du Dragon Shield, quand il sera temps de dépenser 40 balles pour ça encore, c'est-à-dire pas maintenant. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine, à tous les amis et les ennemis de cette chaîne. Ciao, ciao!